Or, l'être est ainsi fait qu'il oublie très vite. Je disais hier à la Griba, je citais ce verset du psaume 133 qui dit « Ine matov umanaï shevet achim gam yachad » qu'il est bon et agréable à des frères de vivre ensemble. Une question qui a été soulevée par un grand rabbin célèbre dit il y a un mot en trop, le mot gam. La logique pour les hébraïsants, on aurait dû dire qu'il est matov manaïm shevet achim yachad, qu'il est bon et agréable de vivre ensemble. Gam signifie aussi ensemble. Pourquoi le aussi? Qu'est-ce qu'il vient ajouter? De vivre ensemble est tellement plus fluide, tellement plus simple. Et ce rabbin disait que ces lettres de Yahad, composées de 3 lettres, le Yud, le Chet et le Dalet, qui signifient Yesh Chiluke Deot. Il peut y avoir des divergences de vues. Et lorsqu'il y a des divergences de vues, il faut arriver à s'asseoir aussi ensemble. Le but n'est pas de s'asseoir ensemble que avec ceux qui pensent comme nous, mais d'arriver à s'asseoir avec ceux qui ne pensent pas comme nous, en harmonie. Et j'aime souvent donner cette image d'un orchestre symphonique, où si chacun veut jouer violon solo, ça ne marche, ça ne sera pas un orchestre symphonique. Il faut qu'il y ait une harmonie qui puisse être composée de différents instrumentistes qui acceptent finalement de se coordonner, de compléter et de s'enrichir les uns les autres par l'apport de l'instrument. Et c'est ce qui est en train de se passer ces dernières années, même si j'ai cité la crise sanitaire. Actuellement, on sait qu'on a une crise économique qui va être lourde pour l'Europe, mais pas seulement pour l'Europe de l'Ukraine. Et la première idée à laquelle nous devons faire face, c'est dans les moments difficiles qu'on juge la fraternité. En général, on est assez bon. On a eu, dans la crise du Covid, beaucoup moins d'égoïsme qu'on aurait pu le penser, même s'il y en a eu. Et que chacun pensait à son masque plutôt qu'à celui de l'autre. Mais, en général, dans les moments difficiles, on peut arriver. Ce qui me semble important si on regarde ces dernières années, l'évolution, et pas seulement sur la religion, vis-à-vis de la religion musulmane. Parce que la religion catholique, le judaïsme avait aussi un problème pendant 2000 ans. Problème d'antisémitisme. Et moi, j'ai ce souvenir en 2013, lorsqu'avant d'être vice-président de la conférence des rabbins européens, j'en étais le directeur exécutif. J'ai le souvenir que j'avais posé la question de quand datait la dernière rencontre avec le pape au nom de la conférence des rabbins européens. M'avait répondu jamais. On avait rencontré individuellement les grands rabbins de pays, le grand rabbin Sirat, mais pas au titre de la conférence des rabbins européens. On m'avait même expliqué qu'on avait on n'a jamais tenu une conférence plénière à Rome pour ne pas se justifier de ne pas aller voir le pape. Donc, il y a comme ça cette tendance qui ne correspond pas à ce qui est vécu ici, à vouloir se replier sur soi. Or, c'est là le plus grand des dangers. Parce que, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le thème de l'enracinement. La première chose, c'est de connaître sa religion. Il ne faut pas faire de syncrétisme. Il ne faut pas dire chaque chose, tout est équivalent, tout est pareil. Le but, c'est de pouvoir montrer ces différences. Et de pouvoir être capable de considérer ce très beau texte qui dit, de la Mishnah de Avot, Raviv Adam Shenivra Ben Tselem Elokim. L'homme est cher parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. On ne dit pas le juif, on dit l'homme. Ça veut dire qu'il y a une capacité de vivre ensemble, d'harmonie, qui est certes qui nécessite un effort. Mais ce que je vous disais pour le monde
catholique, j'ai dit, quand j'ai appris ça, pour les 50 ans de Nostra Aetate, c'est pas la thématique, mais qui a changé la relation entre les églises non chrétiennes et les églises chrétiennes, la relation de l'église chrétienne avec les non chrétiennes, ça a changé radicalement. J'ai dit, on fera une rencontre avec le pape que j'avais participé à organiser à 2 reprises. On a fait un texte qui s'appelle De Rome à Jérusalem, etc. On ne peut pas rester sur des guerres de circonstances, aussi lourdes soient-elles, mais il faut toujours envisager un nouveau départ. Vous avez parlé des accords d'Abraham. Qui pouvait penser ça il y a 10 ans? Personne. Qui pouvait penser à ce qu'un rabbin, et pas un mais plusieurs, soit invité en Arabie Saoudite? J'y étais la semaine dernière. C'était impensable en tant que rabbin et que l'Arabie Saoudite s'organise pour avoir des repas cachers. Ça veut dire qu'on a une capacité de surprendre pour différentes raisons. Il y a certainement évidemment des intérêts, mais il y a un moment où l'humanité peut se réveiller. Et ces accords sont très significatifs et je pense que ce qui se passe, puisque lorsque j'étais en Arabie Saoudite, j'ai parlé de Djerba. J'ai parlé de ce qui se vit ici, ce qui ne se vit pas encore là-bas, et qui peut-être s'exportera de Djerba en Arabie Saoudite. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître. Si on reste derrière des murs, on ne se connaîtra pas. On a souvent mentionné les similitudes entre l'islam et le judaïsme, ne serait-ce que dans la langue, dans les fêtes, dans la culture, dans l'architecture, mais là on a notre spécialiste mondial qui en parlera. Et en réalité, ça, on peut le voir que si on se connaît. C'était la raison pour laquelle un débat qu'on a réalisé en France, j'en suis un des modestes fondateurs, c'est un programme à Sciences Po, je vous encourage à découvrir sur Internet, qui s'appelle Emouna. Ce programme est arrivé dans un temps de crise, les attentats 2015. Attentats, si vous vous souvenez, janvier 2015, c'était Paris. Février, c'était Copenhague, et mars, c'était Tunis, le Bardo. J'étais malheureusement dans les 3 en visite officielle. Et un certain nombre de responsables religieux, toutes religions, on va s'asseoir. On ne peut pas rester spectateur de drames qui se produisent. Il faut être acteur. Être acteur, ça veut dire quoi? Je ne demande pas à ce que les rabbins connaissent le Coran par cœur. Je ne demande pas à ce qu'ils connaissent les évangiles par cœur. Je demande par contre qu'ils aient un minimum de connaissances permettant un dialogue. Et là, c'est peut-être le défi. Et à partir de là, on a créé un programme en 3 modules. Et ce programme, qu'on a appelé Emouna, puisque Amana, au niveau musulman, c'est aussi la confiance, la foi. Amen pour les catholiques, Emouna, c'est la foi, donc une même racine. Et c'est un programme qu'on a présenté à Sciences Po Paris et qui fonctionne pour la 5e année, où on met des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des imams, des bouddhistes pendant 18 jours ensemble. 18 jours pas suivis, je vous rassure, 2 jours par mois, avec des travaux ensemble. Bien, la première année, il y a eu un livre, le travail collectif, parce qu'ils ont une note collective, ils ont décidé de faire un livre sur liberté, égalité, fraternité, un des groupes, et ce livre avait été préfacé par le Premier ministre. Donc il y a des travaux qui se font, ça veut dire que c'est la 6e année, on a formé 250 rabbins, prêtres, pasteurs, imams, à se connaître. Et si je ne me trompe pas, le Coran aussi engage là-dedans, en disant si je vous ai créé différents, c'est pour que vous vous connaissiez les uns les autres. C'est pas seulement dans la Torah, c'est partout. Et donc on a ces convergences réciproques, encourageant à se connaître, parce que l'amitié, l'harmonie et la modification quelquefois de querelles politiques, je dirais querelles politiques, qui ont utilisé la religion à des fins politiques, a entraîné les populations à
alors que des fois les chefs non, sont souvent des meilleurs, à des crises quelquefois majeures, circonstancielles. Fondamentalement, intrinsèquement, il faut arriver à redonner le sens à ce terme qui est religion, qui vient de religare, qui signifie relier. La religion doit nous permettre de relier et de nous relier les uns les autres pour vivre en harmonie comme ça se fait si bien en Tunisie et à Djerba. De se connaître au-delà des conflits, se connaître, se parler, c'est effectivement actuellement quelque chose de nécessaire dans un monde qui est bien trouble. Je vais maintenant passer la parole à monsieur, qui a déjà été présenté par Gabriel, avec qui moi-même je conversais quelque peu tout à l'heure, où nous parlions de poésie pré-islamique et de la profondeur de cette poésie dans les déserts d'Arabie. Cela m'a beaucoup intéressé et passionné parce que moi-même, j'ai voyagé un peu dans cette région du monde et que j'ai connu un petit peu cet univers et ce monde du désert, qui est un monde qui effectivement amène à la pensée. D'ailleurs, quand on imagine que l'ensemble des religions monothéistes sont nées dans des déserts, c'est assez extraordinaire. La puissance du désert est absolument extraordinaire. Et vous-même, en tant qu'historien, en tant que fondateur de ce musée, à travers ce musée, je suis sûr que vous parlez de religion, d'histoire et également de fraternité. Je vous passe la parole. Si vous permettez, je lis et vif les remerciements. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier, exprimer mes vifs remerciements pour les organisateurs de nous offrir, de nous accorder cette belle opportunité pour traiter ou pour aborder un thème central dans l'imaginaire populaire de Djerba, dans le patrimoine des livres d'incidents et dans la mémoire de toute une génération de nos jours et dans la préoccupation de nos ancêtres qui nous ont laissé pas de commandement et pas de directives dans ce sens, c'est-à-dire le sens d'accorder une grande importance à la communication entre les communautés et de surtout croire au dialogue et surtout de bien préserver les grandes valeurs telles que la tolérance religieuse et la cohabitation entre communautés et ethnies. Surtout la coexistence pacifique et plurielle. D'habitude, on insiste sur ces trois piliers de système des valeurs. Ce sont des valeurs universelles maintenant, mais des valeurs que nos ancêtres, je vais vous donner une idée plus ou moins de l'histoire de l'émergence ou de comment ces valeurs ont été et ont connu le jour, parce que ça ne tombe pas du ciel et ce n'était pas un hasard, ce n'est pas un coup de tête de l'histoire, mais c'était la pensée, l'homme qui avance par autocritique, par l'expérience, et se livre à des choix, des grands choix qui changent le destin de toute une société parfois, qui participe au changement que Dieu espérait de toute l'humanité. Parce que le patrimoine, en quelque sorte, maintenant, a une tendance d'être le patrimoine mondial. Bon, cela dit, j'ai rectifié un peu le titre de ma communication parce que
j'ai publié un chapitre que j'ai voulu consacrer au musée du patrimoine Aguilala. Oui, pour s'attaquer au thème central qui est ces valeurs dont je viens de citer et qui comptent beaucoup pour notre patrimoine, pour notre mémoire collective et pour rendre hommage à nos ancêtres et pour savoir combien nous sommes, pour être dignes de tout cet héritage, combien nous devons être engagés et déterminés à préserver cette grande richesse pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-fils et pour les générations futures. Bon. Alors j'ai rectifié le titre pour s'attaquer parce que pour ne pas parler le temps qu'on m'a consacré n'est pas suffisant pour traiter le premier thème, le chapitre qui concerne le musée. Parce que le musée, pour moi, j'ai voulu que ce soit un peu un texte d'appui, ou en quelque sorte une démonstration sur laquelle je peux asseoir, mettre en place toute une thèse. Mais ce n'est pas possible maintenant, alors je m'attaque directement au thème central. Pour les valeurs universelles qui comptent beaucoup, qui en quelque sorte constituent les attributs, les spécificités porteurs de grandes valeurs culturelles exceptionnelles. Ce système de valeurs a fait la réputation de l'île de Djerba durant les 2 dernières décennies. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de bruit, mais nous nous sommes rendus compte, nous étions en train de préparer un dossier pour le présenter au jury de l'UNESCO, un dossier. Djerba est candidat à être, le patrimoine de l'île Djerba est candidat à être inscrit dans la liste du patrimoine mondial. Justement, le jour où nous avons parlé, nous avons exposé, nous avons présenté les thèmes essentiels pour répondre aux critères de l'UNESCO. C'est avéré qu'avec le point le plus fort dans notre travail, et dans notre dossier, et dans notre patrimoine, parce que l'UNESCO est une organisation prestigieuse telle que l'UNESCO avec ses jurys, eh bien, ils nous ont dit, c'est là que vous allez frapper fort. Je voudrais, en quelque sorte, apporter 2 remarques. Pour moi, ça compte pas pour mieux juger et pour mieux aborder dans les meilleures conditions, avec une approche appropriée, cette question de valeurs, ces valeurs dont je viens de parler. C'est avéré que beaucoup de monde croit, même des gens en principe, qui sont bien placés et en mesure de rectifier cette idée figée dont ils ont toujours cru que c'est en quelque sorte des valeurs qui ont vu le jour il n'y a pas même 200, 300 ans. Ce n'est pas ancré dans les traditions des anciens habitants, nos ancêtres, mais ce n'est pas une création qui a demandé du temps pour être en quelque sorte en mesure de perdurer et de changer la mentalité des gens et d'installer d'autres conceptions plus humanistes, plus équilibrées entre les communautés. Bon, alors que c'est avéré, je reviens, excuse-moi, c'est avéré que ça date depuis le 8e siècle. Et chaque fois, moi et mes amis, chercheurs dans l'histoire du patrimoine, chaque fois qu'on présente une communication, on participe à un colloque, ils nous reprochent toujours que nous sommes un peu conformes parce que nos approches sont axées sur la méthode
ou le mode opératoire utilisé par les historiens. Ils nous disent pour être en place, pour mieux valoriser cette richesse, cette belle expérience, cet apport, parce que c'est un apport au patrimoine mondial et pour toute l'humanité, cette expérience qui a réussi à aller là-bas, vous devez procéder par l'approche anthropologique. Parce que les anthropologues leur travail ne repose pas essentiellement, ou ne porte pas essentiellement sur la question pourquoi. Ça se limite à répondre à la question comment. On décrit le phénomène. Et on s'arrête là. On le décrit, il y a un récit. Et on ne va pas au-delà des apparences. Et les apparences d'habitude sont trompeuses. Ils nous disent que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas. Bon, des grands messieurs qui. Le dernier colloque qu'on date en 2014. Ce sont des grands patrons de l'unité de recherche à la faculté de Rouen, à l'université de Rouen. Ils venaient nous dire vraiment, vous dites des choses très intéressantes. C'est magistral ce que vous avez présenté. Mais nous vous conseillons, pour aller au-delà de ce qu'il appelle la structure superficielle. Dans chaque phénomène de telle taille, il y a une structure profonde. Il faut le pénétrer. Et comme ça, vous allez le pénétrer, ce qu'il appelle les jardins secrets de toutes les communautés et les peuples. Et parfois, il y a des gens dans leur conscience, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à les maîtriser. Pourtant, ça se manifeste dans toute leur création et leur œuvre et leur discours. Depuis, grâce à eux, je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont initié par correspondance. Ils m'ont initié pour être en mesure d'exploiter tout ce que l'approche anthropologique met à ma disposition. Ils m'ont dit, puisque la première phase est là, tu as fait le gros de travail, tu maîtrises la matière, avec mes amis aussi, je ne suis pas le seul, avec modestie, je parle de mon expérience, vous avez maintenant passé à appliquer l'approche, la méthode anthropologique et répondre à 3 questions. Les 3 questions fondamentales et qui vont comment dirais-je, inverser la tendance une fois pour toutes. Vous allez rendre hommage à tes ancêtres, rendre hommage à votre île, à ce travail colossal, et peut-être vous arrivez un jour. Cette théorie, ce que vous faites sera validé un jour par la société scientifique et à l'échelle mondiale peut-être. Parce que c'est inédit et pour dépasser un peu le stade de vulgarisation, parce qu'on semble rester avec l'école classique historique, ça ressemble un peu à une vulgarisation je ne dirais pas de mauvais goût, mais quand même c'est un peu banal, la moindre des choses. Les 3 questions. D'où provient cet attachement à ces valeurs? D'où provient? Rien ne tombe du ciel, rien n'est arbitraire, rien n'est gratuit. Et surtout pas un coup de tête de l'histoire, comme plusieurs essayent en quelque sorte, par un esprit de compensation, de justifier le manque qui existe dans ces études-là. Ils disent, bon, c'est un coup de tête de l'histoire. C'est pas vrai. Les anthropologues contestent cette théorie avec acharnement. Ils disent, non, il faut trouver les causes profondes. Deuxième question, le fondement, les éléments fondamentaux et fondateurs de ce système colossal, système qui peut se répercuter sur d'autres thèmes. Il va résoudre tant de problèmes au niveau du dialogue entre civilisations. Imaginez un peu l'envergure de ce qu'il anticipe. 3e question, et ça nous intéresse à Djerba, et ça intéresse peut-être même plusieurs parmi vous, c'est que pourquoi ça a perduré? Pourquoi il a tenu? Et pourquoi il a persisté? Pourtant,
l'histoire de l'humanité partout chez les communautés lorsqu'il y a, surtout dans le contexte maintenant, l'histoire est très agitée, les tensions ne cessent de prendre encore de l'ampleur et en quelque sorte il y a des phénomènes qui finissent par disparaître. Même, bon, c'est pas mécanique, c'est pas automatique, mais d'habitude, avec le temps, c'est très difficile de triompher des siècles et de l'usure du temps. L'usure du temps, parfois, son impact est dévastateur. Pourquoi ces systèmes de valeurs ont persisté? Il y a un secret, il faut le trouver. Bon, excusez-moi pour ne pas spéculer la parole, parce que je vais répondre en bref. Pour la première question, d'où provient? Au Xe siècle, imaginez un peu, il y a 10 siècles, on remonte le temps au 10e. Il y avait une secte, un rite, suite à la discorde, la grande discorde au Moyen-Orient, juste 40 ans après l'apparition de l'islam, après l'aube de l'islam, il y a eu la discorde. Il y a une secte contestataire qui a été chassée, qui a été poursuivie et même persécutée. Elle s'est réfugiée au Maghreb. Donc, 3 points maintenant que vous connaissez bien. Au confin du Sahara, en Algérie, Gardaïa, l'oasis de Gardaïa, la région de Mzab, les montagnes, au sommet des montagnes de l'ouest, le nord-ouest de la Libye, Nefoussa, et dans l'île de Djerba. Vous voyez, ils se sont réfugiés chez les Amazirs, et les Amazirs évitent, désertent les côtes pour des raisons sécuritaires, et ils ont toujours choisi, pour des raisons stratégiques de sécurité, les sommets de montagne, ou les confins du Sahara, ou les îles isolées. Bon. Alors, une poignée d'hommes, prédicateurs, comme les missionnaires au christianisme, ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont pu convaincre la population autochtone amazigh, berbère, de se convertir à l'islam. Mais quel islam? Leur façon d'interpréter l'islam. Et cette secte contestataire a une conception révolutionnaire en quelque sorte qui va de l'extrême à l'extrême, c'est-à-dire il conteste les rites orthodoxes de l'Orient. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il prend ces questions, il préconise, il recommande, c'est pas, il ne donne pas le choix. Notre islam, l'islam orthodoxe a dévié, a dérapé. Il faut un islam qui repose et qui met fin à ces régimes héréditaires pour éviter toute dérive autoritaire. Parce que tous les régimes autoritaires sont à l'origine de tous nos malheurs. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que l'hérédité, c'est-à-dire le système d'héritage, repose sur des considérations purement généalogiques et des considérations d'ordre plus grave, d'ordre éthique. Alors, je termine vraiment parce que je dépasse mes limites. Vous avez encore 1 minute. Je suis le chronomètre. Voilà. Merci pour votre indulgence. Mais tellement le thème qui me tient à cœur, ça me laisse un peu. Bon, je reviens encore au deuxième principe, au deuxième point. Ils l'ont présenté sous forme de manifeste. Deuxième point, c'est très important le deuxième point, il préconise un islam pacifique qui repose sur le principe de réconciliation, de concertation. Ils mettent des bases sur lesquelles, des principes sur lesquels il faut en quelque sorte, tout repose sur ces principes
Ensuite, on observe la désignation des gens à qui ils vont confier l'autorité et le pouvoir. Ces gens-là doivent être, sans considération ethnique ou la généalogie, comme je viens de dire, l'essentiel, compétence, honnêteté, et surtout pour eux, ça compte beaucoup. À part l'honnêteté, l'intégrité, bien sûr, ça se ressemble un peu, loyauté, intégrité et droiture. Il faut être droit, correct, intègre. Peu importe la couleur de la peau, et peu importe l'appartenance raciale. Il insiste sur le fait qu'il faut couper une fois pour toutes avec l'oppression politique, persécution religieuse et surtout ségrégation raciale. Ça compte pour beaucoup, pour des raisons, bien sûr, que vous pouvez imaginer. Et surtout, il insiste sur le fait que toute persécution, toute oppression et ségrégation mène automatiquement à l'injustice sociale. Ils ont pu, je ne peux pas terminer avec une liste tout à manifeste, il y a 12 points. Ils ont créé quelque chose de génial qui a fasciné et a intrigué les historiens et les anthropologues. Pour éviter les dérives autoritaires, ils ont conçu un conseil d'État, un conseil, c'est-à-dire, comment dirais-je, un conseil qui va exercer le pouvoir, composé de 12 savants. 12 savants. Ils disent 12 savants ne peuvent pas se mettre d'accord sur une erreur impossible. Et ces 12 savants rappellent en quelque sorte la cité sublime de Platon. L'humanité, c'est un rêve pour l'humanité, parce que la logique d'après Platon, c'est que les savants seuls ont la capacité et l'habilité de gouverner, parce que jamais accepté que les imbéciles gouvernent une communauté, y compris les savants. C'est l'inverse qu'il ne faut jamais accepter. Et il ajoute quelque chose de très important. Ce conseil est collégial. Qu'est-ce que ça veut dire? Les décisions seront prises à l'unanimité. Et pas une personne ou un président du conseil qui impose en fin de compte son avis. Et je termine avec le dernier point qui a beaucoup contribué à la consolidation, leur vision du monde et leur vision du pouvoir, et qui a donné naissance à ces valeurs. Ils ont nommé dans leur Conseil suprême un juif et un amazigh. Tout le monde a le droit de participer à ce Conseil suprême. Il y a le principe de représentation. Toutes les régions de l'île. L'île a été composée en départements. Et pour les lois, ils disent dans leur commandement, nous avons à notre disposition des documents, c'est bien écrit, j'invente rien, moi et les autres. Ils disent, alors, ne faites pas subir aux autres des supplices, des exactions que vous avez toujours condamnées. Jamais infliger des sanctions injustes. Il s'adresse au corps judiciaire parce qu'il y a un conseil pour le pouvoir judiciaire. Et en fin de compte, ils ont pu gagner la sympathie de toutes les minorités. Et voilà le résultat est là. Ils ont pu défendre leur ligne. Retenez bien l'histoire, combien il y a parfois dans l'histoire, je ne dirais pas des merveilles, mais des choses incroyables. Ils ont mené une lutte légendaire contre les envahisseurs chrétiens, les corsaires et les nomades. Le voisinage continental a été très hostile.
et le pouvoir central orthodoxe sunnite. Ils n'ont jamais accepté de négocier ou consentir des concessions. Alors, ils ont mené pendant 5 siècles, grâce à quoi? Grâce à une cohésion, à une communauté cohérente, solidaire, soudée, et surtout, ils sont, dans tous les cas, très convaincus qu'ils ont le même destin et qu'ils considèrent tout le monde sur le même pied d'égalité. Et c'est de là, bon, je n'ai pas tout dit, excusez-moi, parce que il y a autre chose à dire. C'est pour cette raison que Djerba a vu naître, ou a vu ce système de valeurs voir le jour. Et maintenant, c'est avéré que la dernière question, je termine par cette réponse, pourquoi a perduré? Pourquoi il a persisté? Quelle ténacité? Mais c'est incroyable. 12 siècles, rien n'a changé. Hein. De nos jours, les Ibadites de l'île gardent toujours la même culture. Djerba a forgé sa personnalité culturelle, ses convictions, sa vision du monde, comment instaurer des rapports amicaux, des rapports humains, des rapports justes et clairs avec la lucidité et la clairvoyance de ce secte ibadite. Et ce qui explique pourquoi ça a perduré, parce que c'est transmis de père en fils, et parce que les recommandations, ils sont propagées tout le temps, et ça fait partie de l'éducation des petits sous forme de catéchisme. Et moi, je me rappelle, lorsque j'étais petit, et bien, bon, bien sûr, ils ne sont pas atteints l'âge de maturité, mais croyez-moi, comme disent maintenant les psychologues, tout se joue avant 5 ans. Nous vivons dans un milieu où il y a la tolérance. Mon père parle de ses amis, oui, ses amis berbères, ses amis, tout le temps. Et ça, c'est capital. La magie de la culture, bon, je termine par cette citation, la magie de la culture nous raconte une très belle histoire, l'histoire de l'aventure de l'humanité sur Terre. Merci pour votre attention. Je m'excuse, monsieur le Président. Je ne suis pas le président encore, mais ça viendra peut-être un jour. Mais en tous les cas, votre propos, vous disiez l'autocritique, rejoint beaucoup au niveau du dialogue ce que disait le rabbin Lévy tout à l'heure, en disant cette nécessité de la critique et également de s'écouter, de s'entendre. C'est ce qui se passe dans cette île. Bravo. Je vais mettre la parole à Jérémy Gay, qui lui va nous parler de l'histoire des Juifs de Tunisie, et c'est une introspection de cette communauté à travers... Alors là, je crois que j'ai fait une erreur, parce que j'ai dit les Juifs de Tunisie. Est-ce que je ne devrais pas dire les Juifs tunisiens? Je suis sûr que certains me reprendront au propos. Bien, merci beaucoup, cher Gérard Sebag. Déjà, je voudrais commencer en disant tous mes remerciements, en adressant tous mes remerciements pour ce voyage merveilleux qui nous est donné de vivre, avec des moments extrêmement forts. J'en retiens quelques-uns, mais comme le temps qui nous est laissé est bref, je ne vais pas les développer, mais je dirais que ces moments que nous avons vécus de tolérance, nous avons entendu des paroles magnifiques à l'instant, eh bien, sont finalement à l'image de la Tunisie qui nous est si chère. Et je crois que ce voyage nous a permis d'espérer un peu plus de l'homme, et les paroles que nous venons d'entendre n'ont fait que confirmer cet espoir en nous. Alors, pour commencer, je voudrais citer une belle réflexion du rabbin André Neher, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle « L'identité juive ». Et il disait la chose suivante, il disait « L'homme juif n'est pas un homme tout simplement, mais quelque chose complique la simplicité de sa condition humaine. » Alors la question posée dans cette brève intervention est la suivante. Dans le cas de l'histoire des Juifs, alors je dirais de Tunisie, parce qu'il n'y avait pas justement que des Juifs tunisiens dans cette histoire, mais
j'essaierai de le présenter rapidement. Eh bien, dans le cadre de l'histoire des Juifs de Tunisie, qui est une histoire toujours présente, et je rappelle ici que l'objet de l'historien n'est pas que le passé, c'est le temps, et donc aussi le temps présent, eh bien, assiste-t-on, au contraire, peut-être à une forme de simplification de cette complexité dont parle André Neher, simplification de ces identités multiples, de ce que beaucoup de chercheurs appellent la négociation des identités, c'est-à-dire le fait de faire voisiner, de mêler des identités qui parfois peuvent apparaître contraires, ou en tout cas complexes, je dirais, à agencer entre elles, et je prononcerai ici peut-être le mot d'identité harmonieuse, si vous me le permettez, ce qui ne veut pas dire qu'il faille gommer les aspérités de l'histoire, bien au contraire. Mais je pense que l'idée que je vais développer aujourd'hui est celle, finalement, d'une identité qui forme un tout, ce que j'appellerais l'identité juive tunisienne ou tunisienne juive. Vous savez que c'est un très vieux débat dans lequel je n'entrerai pas ce soir. Alors cela implique de préciser, me semble-t-il, le sens du titre un peu provocateur que j'ai donné à cette communication. J'ai parlé d'histoire exemplaire. Alors je n'aurai pas ici ce soir l'outrecuidance, même si je pense être en terrain très ami, de voir dans cette histoire, dont je ne proposerai que quelques éclairages, un exemple au sens de modèle à suivre par sa perfection, un modèle à reproduire, et donc marqué par une forme d'exceptionnalisme. Je crois qu'il faut rester un petit peu plus modeste. Mais au contraire, ce que je voudrais proposer, c'est l'idée que cette histoire des Juifs de Tunisie est un exemple au sens de modèle d'intelligibilité, au sens de voie, ce que j'appellerais la voie tunisienne. Et pas qu'une voie tunisienne du judaïsme, une voie tunisienne générale, je dirais, justement, de cet agencement de ces identités, et donc à même de faire comprendre, je crois, les caractères généraux sur ce qu'est la Tunisie, sur ce qu'est aussi le judaïsme, et je crois aussi sur ce que c'est l'identité humaine, sur ce que c'est que l'identité humaine en général, à travers ce que j'appellerais le fait juif tunisien. Alors, je reprendrai rapidement le titre de ce colloque, Enracinement, partage et ouverture aux autres, et c'est de cette manière que j'ai construit mon propos en 3 points rapides, en faisant dialoguer ces termes d'enracinement, de partage et d'ouverture aux autres. D'abord, parler d'enracinement, c'est rappeler rapidement le caractère composite de cette communauté historiquement, qui est déjà une histoire d'échange, parfois pas toujours simple, parfois pas simple, mais en tout cas une histoire de partage. Ça sera un cadre général. Ensuite, j'évoquerai rapidement la question de l'intégration, des intégrations à l'heure de la poussée et de l'attrait de l'Occident, donc de manière plus spécifique au groupe des Juifs de Tunisie. Et enfin, je dirais que j'aborderai l'ouverture aux autres d'une nouvelle manière qui pose, me semble-t-il, à nouveau fait la question de l'enracinement, finalement, l'enracinement au temps du déracinement, comment transplanter ses racines ailleurs tout en gardant un lien fort à un pays d'origine et faire prospérer ses racines même lorsqu'on n'est plus dans ce pays d'origine. Et là, j'essaierai de proposer une réflexion qui descende à l'échelle de l'individu. Alors mon premier point consistera simplement à rappeler que c'est une communauté, la communauté juive de Tunisie, qui a, je dirais, fonctionné jusqu'à une certaine limite comme un creuset depuis le XIIe siècle. Il y a eu des migrations nombreuses de juifs ibériques, mais évidemment aussi beaucoup, à partir du XVIIe siècle, de juifs originaires de Livourne, mais d'ailleurs, techniquement, ils n'étaient pas tous livournais, pas rentrer dans le détail aujourd'hui, beaucoup venaient d'autres villes, mais qui dépendaient du duché de Toscane. Il y avait même des juifs français qui se sont installés en Tunisie, mais voilà, ce creuset a fonctionné jusqu'à un certain point, puisqu'en 1710 s'est produit ce que un historien a appelé le schisme des Grana, c'est-à-dire des juifs originaires de Livourne. Le terme de schisme est employé pour la grande séparation entre les catholiques et les orthodoxes au XIe siècle, donc ce n'est pas un terme anodin. Et il y a eu vraiment, je crois ici, la naissance
Alors chacun choisira soit d'une communauté bicéphale, soit carrément de deux communautés, ce qui n'empêchait pas des échanges, mais qui en tout cas entretenaient des relations souvent tendues, parfois rivales, peut-être pas autant qu'on a pu l'écrire, mais c'était quand même une des données de l'histoire des Juifs de Tunisie. Et je crois que leur opposition, justement, peut aussi se lire à la lumière d'un certain rapport au judaïsme, mais aussi d'un certain rapport à l'Occident, au-delà de différences socioculturelles qui jouaient un grand rôle. Il y a eu un article, je le cite comme ça très rapidement, d'un spécialiste, d'un chercheur, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ces questions, en 1931, il s'appelait Jacques Véel, et il avait écrit un article qui s'appelle Grana, donc la communauté originaire de l'Yvon des Touatzak, la manière dont on appelait les Juifs autochtones, ou les deux communautés juives de Tunis, et cet article a été publié dans la revue Paix et Droit, qui était la revue de l'Alliance israélite universelle, et ce n'est pas un détail. Et cet article citait l'esprit voltairien des Livournais qui déplaît souverainement à la population juive autochtone. Je citerai également les souvenirs du militant socialiste Eli Cohen-Adria, qui dans ses souvenirs parle de ces juifs livournais méprisants pour les juifs, je cite toujours bien sûr, tunisiens, arriérés et arabisés. Je dirais que ça c'est une construction intellectuelle qui a été très importante et qui, je crois, pèse encore aujourd'hui dans un certain nombre de représentations. Justement, l'Alliance israélite universelle, qui a été fondée en 1860, s'est dotée d'un premier comité à Tunis en 1864, c'était très clair, pour faire progresser la francité, comme on disait à l'époque, on dirait le sentiment français. Et d'ailleurs, on trouve dans un certain nombre de rapports, ce que l'on peut trouver à l'Alliance universelle, même une phrase qui prête à réflexion. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu peut-être de regarder ces choses avec un certain recul. On disait qu'il fallait venir en aide à ceux qui, dans certains pays, dans certaines conditions, souffraient de leurs conditions d'Israélites. Une phrase qui peut être lue à différents niveaux. Et c'est ce qui me conduit très rapidement à mon deuxième point, c'est-à-dire les influences qui ont pesé sur ces Juifs de Tunisie. En d'autres termes, comment conjuguer les racines puissantes, importantes, et l'attrait de l'Occident. Et là, je voudrais défendre une idée dont on pourra discuter, que beaucoup d'historiens soutiennent et à laquelle, pour ma part, je souscris. C'est l'idée que les Juifs et les musulmans baignaient dans un bain culturel commun. Pas forcément culturel au sens de production culturelle, mais je dirais culturel au sens de civilisationnel, c'est-à-dire une manière de penser le monde. Et que, finalement, l'Occident a remis en cause ce schéma partagé, malgré, évidemment, nous savons tous, des épisodes parfois complexes dans l'histoire entre ces deux communautés, mais en tout cas, je dirais qu'il n'y avait pas de remise en question des fondements de ce rapport au monde. Or, justement, c'est l'Occident qui a beaucoup fasciné parmi les Juifs, mais aussi, bien sûr, parmi les musulmans. Cet Occident, représenté évidemment par la France, a joué un rôle très complexe dans cette histoire des Juifs de Tunisie, qui, pour certains, ont demandé très tôt leur naturalisation, parce qu'ils étaient dans un entre-deux identitaire, justement. Il faut lire les merveilleux livres d'Albert Memmi pour le comprendre et voir toute la complexité de sa trajectoire, lui qui est passé d'un amour puissant et immodéré pour la France, il dit qu'il est devenu lui-même en arrivant en France, mais qui a aussi été à une époque de sa vie ce qu'on pourrait appeler un nationaliste tunisien. Donc c'est, je dirais, c'est cela que j'appelais la négociation identitaire, qui est extrêmement complexe. Je citerai ici évidemment les travaux de Claude Agege, à qui l'on doit tant, de Claude Nataf aussi, qui a beaucoup apporté sur ce sujet. Je dirais que l'histoire des Juifs de Tunisie, selon moi, est inscrite dans des cadres qui se croisent et donc qui engendrent des influences, on l'a vu, sur le plan du judaïsme, sur le plan de la culture, sur le plan de la politique également, qui se croisent, qui parfois s'opposent, mais qui entraînent des fidélités multiples. Et je crois que l'une des grandes spécificités des Juifs de Tunisie, je dirais même au-delà du judaïsme tunisien, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est cette grande fluidité
et sa capacité à habiter plusieurs mondes identitaires, et je dirais même plusieurs mondes réels, à la fois, mais sans que jamais un autre des pôles de leur identité ne cède la place à un autre. Et je crois que ça, dans un monde qui aujourd'hui pense de manière binaire, c'est peut-être un des grands apports possibles du judaïsme tunisien dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc j'en arrive et je conclus à mon troisième point pour parler du judaïsme tunisien finalement d'aujourd'hui, qui est un judaïsme essentiellement diasporique. Et je me limiterai au cas français, avec, dans le cadre de l'exil, du départ, il faudrait analyser les conditions du départ. Vous savez, il y a un proverbe yiddish qui dit si on demande à deux juifs de définir ce qu'est un juif, ils donneront trois réponses. Je pense que les Tunisiens aussi pourraient s'approprier ce proverbe. Donc il y a, je dirais, presque autant de manières de penser son identité que d'individus, en fonction d'un passé, d'une expérience, d'un fond de valeurs, d'une situation. Mais je vais essayer de dégager quelques tendances, quelques dynamiques, et justement en n'oubliant jamais que le lien avec la Tunisie est un lien qui est un lien à degrés divers, où justement là il y a une nouvelle réécriture de ces identités à l'épreuve de l'exil, à l'épreuve de la situation internationale, de nouvelles expériences, de nouveaux ancrages, de nouvelles rencontres, mais qui fait que ces identités sont toujours imbriquées. Alors qu'est-ce que c'est que la tunisianité finalement aujourd'hui des Juifs, si vous me passez cette expression? Elle peut être familiale, elle peut être, et l'une n'exclut pas l'autre, hein, elle peut être culturelle, elle peut être sentimentale, elle peut être religieuse. Il y a, nous savons, au moins deux grandes familles de Juifs, parmi ceux qui se revendiquent comme tels, ceux qui le sont par identité, par, par référence essentiellement culturelle, par naissance, par, je dirais, en raison de valeurs ou d'un certain regard sur le monde. J'ai prononcé plusieurs fois cette expression. Puis il y a ceux qui doublent cela aussi d'une pratique, d'un judaïsme, et là, judaïsme tunisien. Et je précise bien judaïsme tunisien, et l'une des hypothèses que je vous soumettrai ce soir, c'est que, si j'ose dire, il se produit actuellement, je parle pour le moment de la France, et je parle avec vraiment prudence, mais je crois ce qu'on pourrait appeler une retunisianisation de beaucoup d'enfants, de petits-enfants. D'ailleurs, on parle de deuxième, troisième génération aussi pour ces enfants et ces petits-enfants de Tunisiens juifs qui vivent en France. Il y a une retunisianisation, je crois, pour ceux qui sont concernés, par le rituel, par la tradition. Et là, d'ailleurs, on retrouve Djerba, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le rite djerbien est en train de devenir le rite majoritaire à cause, grâce même à son dynamisme extrêmement puissant, parmi beaucoup de juifs tunisiens de France. Alors, est-ce qu'on peut trouver des points communs entre tous ces juifs et tous ces types de juifs dont je viens de parler, qui ne sont évidemment pas des idéotypes, hein, mais des possibilités de vivre cette appartenance? Alors, je dirais, j'ai prononcé plusieurs fois le mot, mais je l'assume, un rapport au monde, une vision de ce monde avec une part de gravité, hein, que l'on a parfois tendance à omettre, une part de gravité, un sens profond des choses, que masque un recul qui passe, et à mon avis c'est une grande erreur d'interprétation, par une forme de regard folklorique qui est parfois jeté de l'extérieur. Or, je crois que cette folklorisation du judaïsme tunisien, qui à mon avis ne lui rend pas du tout raison, est une manière de ne pas voir que c'est aussi un mode d'appréhension des sentiments, et je crois de la gravité du monde dans lequel nous vivons. Et puis pour ceux qui croient, pour ceux qui pratiquent, c'est aussi un rapport à la foi considéré comme direct, là encore comme très important, très grave, et notamment connu pour une précision dans la diction, c'est-à-dire précision du langage, le dikdouk, la grammaire, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement présent dans le judaïsme tunisien, c'est-à-dire un sérieux avec lequel finalement on s'adresse et on emploie le langage divin. Et puis c'est aussi un fond culturel commun, et je termine vraiment là car j'ai été trop long, un fond culturel commun qui est permis, je crois, par la centralité du patrimoine juif
tunisien dans le patrimoine tunisien général. Je crois que ce que les Tunisiens juifs, là il faut le dire, je crois, dans cet ordre-là, ont apporté à la Tunisie, n'a rien de périphérique. Et c'est une chose reconnue, nous sommes ici cet après-midi, je crois, la preuve vivante de cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire anecdotique, une histoire des marges. C'est au contraire une histoire centrale qui donne à ceux qui revendiquent leur part de Tunisie une légitimité que parfois d'autres ont du mal à faire valoir. Et donc, je conclurai en disant que nous connaissons sans doute beaucoup de gens qui ne correspondent pas du tout à ce que je viens de dire, c'est la loi en histoire, mais en tout cas, je crois que ce que les Juifs de Tunisie, leur histoire, leur identité a à nous enseigner, c'est qu'il est possible parfois de ne pas choisir, qu'on peut refuser de hiérarchiser des appartenances, des manières d'être, et que, au contraire, c'est la pauvreté de l'identité qui conduit à classer. La richesse, au contraire, englobe et embrasse. Il y avait les souvenirs très intéressants d'ailleurs de Guy Sidbon, le journaliste Guy Sidbon, qui a fait un roman autobiographique, et à un moment il y a un dialogue excellent où il imagine qu'on lui dit, alors qu'est-ce que tu es finalement? On lui dit, qu'est-ce que tu es quoi? Tu es juif, tu es arabe, tu es tunisien? Alors, vous connaissez tous ce type de discussion, et là il montre ce qu'on appelle dans la sociologie américaine qu'on peut avoir une identité à trait d'union. C'est-à-dire une identité juive tunisienne, pas judéo-tunisienne, juive tunisienne. Et donc, il répond, je ne suis pas un peu de l'un et un peu de l'autre, je ne suis pas un peu tunisien et un peu juif, ou moitié tunisien, moitié juif, et il répond, je le cite, je suis tout l'un et tout l'autre. Vers l'Occident et la francité, c'est ce qui fait effectivement le particularisme des Juifs tunisiens qu'on appelle couramment les thunes, de manière commune, et qui marque véritablement que dans les on trouve aujourd'hui encore ce particularisme des Juifs tunisiens qui continuent à vivre dans Djerba. Je crois que c'est aussi la particularité de Djerba, où beaucoup de Juifs qui vivent en France, qui sont tunisiens, et qui n'ont parfois jamais mis les pieds à Djerba, viennent à Djerba. C'est une espèce de se ressourcer dans ce particularisme de ce judaïsme tunisien. Merci. Je vais donc maintenant passer à Jarassé, professeur d'histoire et d'art, spécialiste du patrimoine, auteur de bien des ouvrages. Je rappellerai simplement celui qu'il a écrit avec son épouse, entre autres Colette Bismuth, sur les synagogues de Tunis, un très bel ouvrage. Et alors lui, il va nous faire voyager vers le Xe siècle et vers Kérouan. C'est bien cela? Oui, entre autres. Voilà. Et oui, je ne parlerai pas de Djerba. Vous pouvez sortir. Alors ça, vous m'excuserez, ça c'est typique de ces PowerPoint qui s'enchaînent tout seuls et qui ne gardent pas l'image. Bien. Alors, je ne parlerai pas de Djerba, c'est pour ça qu'on me punit. Pourquoi? J'en ai beaucoup parlé, et puis il me semble qu'il y a tout ce projet que vous avez évoqué autour de la candidature UNESCO, ainsi de suite, sur laquelle je me suis un petit peu écrit, et j'avais envie de prendre un peu de recul dans ma réflexion sur le patrimoine, car évidemment, on sent bien chez tous nos interlocuteurs, et certainement un peu avec le Ramin Lévin, l'exception. J'ai entendu tout à l'heure, tu as dit un étranger, c'était Ramin Lévin. Donc je ne suis pas un étranger ici, donc j'ai beaucoup apprécié cette dimension. Alors, j'ai eu envie, alors évidemment, mon point de vue, ne l'oubliez pas, est toujours celui d'un historien, mais d'un historien qui est attaché au patrimoine. Or, le patrimoine, et je rejoins certaines réflexions de Jérémy Guecq, c'est aujourd'hui ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment il est encore significatif? Et pour qui? Alors, la question évidemment du patrimoine juif de Djerba est quelque chose d'énorme, de fondamental, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit qu'en 12 minutes maximum, je ne pourrais pas en parler. Et je vous renvoie évidemment à cet ouvrage que nous avons fait avec mon épouse et qui consacre pas moins de 3 chapitres à Djerba et aux descendances de Djerba dans tout le sud. Et j'ai eu envie de vous montrer un autre exemple. L'exemple, justement, très peu connu,
d'un lieu, d'une synagogue, qui répond à cette thématique profonde de l'enracinement, je vais y revenir, mais en même temps aussi du partage, parce que le patrimoine, s'il n'est pas partagé, évidemment n'a plus de sens. Et donc j'ai eu envie de vous parler de la synagogue de Kérouan. Vous m'excuserez du peu, mais c'est quand même pas rien, Kérouan, en Tunisie ou dans le monde islamique. Or, je vais même vous raconter un peu une histoire, j'espère que j'ai un petit bout de film, une minute de film, qui va passer, parce que je ne suis pas jamais sûr avec la technique que ça va passer, de nos aventures, de Colette et moi, nos aventures à Kérouan, ça pourrait s'appeler aussi, vous voyez, en quête de la synagogue de Kérouan, et on a mis plusieurs années avant d'y entrer, et les découvertes que nous y avons faites, et surtout, pourquoi ce lieu a, à mes yeux, une valeur absolument cruciale. Je n'ai pas besoin même de le démontrer, vu que c'est Kérouan. Vous comprenez, si tout d'un coup je me lançais sur Béja, vous me direz oui, Béja, c'est intéressant, mais enfin, non, là on est à Kérouan. Et je précise que cette ruine, car je vais vous montrer une ruine, malheureusement, une ruine, avec une synagogue qui a perdu son couvrement, tous les plafonds, tout s'est écroulé. Donc nous sommes entrés d'ailleurs, là, elle est d'une propreté, on nous a interdit d'ailleurs au début de faire des photos parce que c'était trop des gravats, et on ne voulait pas montrer cette image, nous non plus d'ailleurs. Dans notre livre, il n'y a pas une synagogue qui soit, je dirais, une atteinte ou une dénonciation, si vous voulez, de l'état du patrimoine, comme ça se fait beaucoup, plutôt sur les réseaux sociaux. Vous voyez, la dénonciation de l'état du patrimoine juif en Tunisie. Non, nous sommes ici pour essayer justement de rendre sensible, de faire comprendre l'importance de ce patrimoine, et certainement pas pour dénoncer. Donc, cette synagogue, je rappelle tout de suite qu'elle a été construite. Attention, parce que dès que je dis Kérouan, tout le monde, oh, Kérouan, le Moyen-Âge. Non, elle a été construite en 1929. 1929, en béton, avec des ferratés de très mauvaise qualité, puisque le plafond s'est même écroulé. 1929, vous allez me dire, oui, mais alors, est-ce que c'est vraiment patrimonial? Est-ce que ça mérite cet intérêt que vous lui portez? Et vous allez voir pourquoi. Donc, premièrement, nous sommes au cœur du vieux Kérouan. Et donc, de ce fait, nous sommes dans un secteur de patrimoine mondial. Et c'est pas neutre. Car vous savez que la médina de Kérouan, comme un certain nombre de médinas tunisiennes, sont patrimoine mondial. C'est le plan que je vous montre, la petite rue là, avec... Eh bien, nous sommes dans du patrimoine mondial. Inutile de vous dire qu'il n'est pas écrit dans le dossier général de Kérouan qu'il y a aussi une synagogue de 1929, et je le comprends très très bien, évidemment. Et vous allez voir à quoi je vais en venir. Donc, c'est une synagogue totalement invisible. Vous voyez, les Juifs avaient même acheté la petite impasse, parce qu'il y avait, bon, parfois des petits soucis de voisinage, ils avaient même acheté la petite impasse. Vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, puisque cette synagogue est complètement intégrée dans le pâté de maisons, si vous voulez, dans le quartier. Totalement invisible, donc il fallait déjà effectivement la trouver. Et puis, il se trouve donc que cette synagogue, lorsque la communauté donc voilà, vous voyez l'état après nettoyage de cette communauté, de cette synagogue, avec ses 5 arches, je n'ai pas le temps de commenter pourquoi 5, ça y est, c'est reparti. Et donc, je vous montre un peu l'état actuel. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce hérald, cet ensemble d'arches saintes, il y en a 5, qui, nous le savions, c'était un peu notre clé de la recherche, avait été orné d'une série de plaques de marbre avec des inscriptions hébraïques. Et donc, lorsque nous sommes enfin entrés dans cette synagogue, elle n'y était plus. Mais il se trouve qu'au moment où la communauté de juifs de Kérouan s'est éteinte, le dernier président ou un des derniers présents a jugé judicieux de donner la synagogue à la municipalité plutôt que de la vendre ou plutôt que de la laisser à l'abandon, comme parfois ça a été fait, à la condition qu'on lui attribue une fonction honorable. Et quelle fonction honorable lui a été donnée? Elle est devenue une école coranique. Donc, je dirais d'une certaine manière, on était dans une forme de respect et de transmission, d'insister sur cet aspect. Qu'a fait l'imam, et nous avons eu la chance, pour être témoin, de le rencontrer, ce monsieur extraordinaire, et je témoigne justement pour lui. Qu'a fait cet imam?
il rentre dans un édifice où il y avait quand même des inscriptions hébraïques un peu partout. Autour des portes, il y avait « Béni sois-tu en entrant, béni sois-tu en sortant », mais tout ça en hébreu. Eh bien, il a eu l'intelligence de couvrir les inscriptions avec du papier, de coller une sorte de papier crépon, un peu plus solide que du papier crépon, de coller tout ça sur les premièrement des là et de les faire disparaître en quelque sorte, mais très, je dirais, de manière légère. Et puis, un jour, il s'est aperçu que le bâtiment menaçait ruine et qu'il était temps qu'ils évacuent ce bâtiment, avec raison, puisque vous voyez dans quel état il est. Et là, il a une autre idée géniale. Il sait qu'à Kérouan, le moindre petit bout de marque de Kérouan, vous pouvez imaginer, attirerait les collectionneurs. Je ne dis pas en plus du marque de Kérouan avec de l'hébreu dessus, je pense que sur le marché, ça doit bien se vendre. Il a l'idée de déceler les plaques, de les enlever et de les entreposer. Là, une petite énigme, plus personne quasiment ne savait trop où elles étaient, ainsi de suite. Et le souvenir s'est perdu. Jusqu'à ce que ce couple acharné de chercheurs aille à Kérouan pour la troisième fois peut-être, et disent « Mais vous savez, nous savons bien que, vous voyez cette photo ancienne, qui a été prise par un chercheur israélien, Jacob Pinkerfeld, en 1954, et qui montre le Héral. Ah, ça y est. Le Héral avec des inscriptions hébraïques, alors avec beaucoup de la liste des donateurs, puisque bien sûr, toute la communauté avait participé à la construction de cette synagogue, en gros, entre 1920 et 1929, c'est la période de construction. Et là, entre les différents responsables du patrimoine, et ainsi de suite, il y en a qui nous dit « Ah mais, ces plaques, on les a encore ». Et c'est la photo d'à côté, un soir, ils nous ont rendez-vous dans une autre école coranique où ils avaient entreposé ces plaques. Parce qu'il fallait les cacher, ces plaques, évidemment, ils avaient parfaitement saisi qu'il fallait cacher ces plaques. Alors, la photo que vous avez à côté, et c'est d'ailleurs mes propres mains avec la petite caméra, parce que le moment était tellement exceptionnel pour ma femme, et moi, on s'est dit, il faut je veux dire, non seulement garder le souvenir, mais il faut même presque qu'on prouve que ça s'est fait comme ça. Et là, vous voyez un ouvrier donc, qui a été amené avec d'autres personnes qui sont en train de sortir les plaques. Et là, on a commencé déjà à enlever le papier, évidemment, tout de suite. On a gratté le papier des plaques. Et si ça fonctionne, là, vous devriez avoir... Ben non, ça ne va pas fonctionner. Je suis désolé. Mais... Parce que ça, normalement, c'est un petit bout de film d'une minute. Mais déjà, j'ai le PowerPoint, c'est déjà bon. Je ne vais pas me plaindre. Hein, soyons positifs. Non, ça ne passe pas. Alors, je vous le raconte. J'ai filmé, si vous voulez, la sortie des plaques. Chaque homme qui sortait avec une plaque. Et pendant ce temps, c'était, vous savez, 5-6 heures du soir. Et pendant ce temps, les femmes, puisque c'était le soir, les femmes apprenaient le Coran à tue-tête dans l'école et répéter le Coran et ainsi de suite. Et dans mon film, on entend à la fois ces femmes qui chantent le Coran, ma femme qui dit, un responsable du père, oh, non, on n'en revient pas, c'est extraordinaire. Enfin, on entend aussi la conversation, je vous le raconte, hein, puisque je ne peux pas vous le montrer. Et bien sûr aussi cette idée, tout d'un coup, pour nous, c'était comme une sorte de découverte archéologique. Pourquoi c'était tellement important? Je veux dire, quand même, commence à un petit peu exagérer avec ces plaques et ces 3 inscriptions hébraïques, on en connaît d'autres. Mais c'est que ces plaques, alors, c'est que ces plaques, l'année d'après, oui, vous voyez, j'ai mis la date, hein, parce qu'il faut dater tout ça, l'année d'après, on est revenu, pour la énième fois à Kérouan, et, pardon, ça s'emballe, excusez-moi. Et donc, on est revenu, on a nettoyé soigneusement les plaques, on les a photographiées, et vous voyez cette photo qu'il y a en bas, alors c'est de nouveau les ouvriers qui sortent et qui rentrent les plaques, nous sommes dans les réserves du patrimoine mondial, du patrimoine de Kérouan, puisque ces plaques sont juste à côté du grand plafond en bois de Sidi Ogbah, dont vous savez certainement qu'il a été déposé pour être préservé.
c'est quand même quelque chose d'assez inouï de se dire que ces plaques, mais c'est pas fini, pour moi, il me semble véritablement extraordinaire. C'est que racontent ces plaques. Et là, nous entrons dans le thème de l'enracinement. Ce sont des Juifs qui se sont réinstallés, venant sur l'île de Sousse, évidemment, puisque vous savez que Kérouan est une ville interdite aux Juifs, jusqu'à l'arrivée des Français, hein, depuis, évidemment, interdite aux Juifs, pas toujours, évidemment, puisqu'il y a eu cette grande période de la yeshiva de Kérouan, et puis il y a les périodes difficiles, les Ilaliens, tout cela. Et donc, que racontent ces plaques? Alors c'était un puzzle, vous voyez, je vous ai mis quelques morceaux du puzzle. Là, il y a encore un petit bout de papier, vous voyez, jaune au-dessus, comme ça, pour vous montrer. C'était une sorte de puzzle que nous avons très aisément reconstitué, non seulement parce qu'il y avait la photo de Pinkerfeld, mais parce qu'il y avait aussi, évidemment, une logique dans le déroulement des plaques, et nous avons pu nous livrer à une petite reconstitution dont je vous montre les éléments. Donc, là, voici la partie droite. La partie droite, vous aurez la partie gauche après. Or, que racontent un peu ces... Première chose, et ça me semblait aussi de circonstance, pourquoi? Parce que la première bénédiction, elle est en l'honneur de Shimon Bar Yochai pour fêter ces jours-ci avec Lag BaOmer. Et puis, on nous parle du rabbin Urchiel, alors vous m'excuserez pour la prononciation, parce que ni l'hébreu, ni l'arabe, ni ce soit, donc je le prononce comme fils de Elchanan, captif racheté en 1974, et qui va être donc, j'oserais presque dire, un fondateur de la magistrale, comment dire, yeshiva de Kérouan, et qui meurt donc en 4770, donc qui correspond à 1010. Là, nous sommes, vous voyez, tournant donc 10e, 11e, qui est le grand moment de cette fameuse yeshiva. La deuxième, elle est consacrée à Yaakov ben Rabbi Nissim ibn Shaim, dont on dit dans le texte qu'il était en contact avec le Gaon de Babylone, c'est-à-dire la référence suprême, ce qui montre évidemment la circulation. Les histoires aussi de rabbins rachetés, de rabbins qui sont tombés du bateau et qu'on a sauvés et dont on fait ensuite un chef de yeshiva. Il y a plusieurs, vous savez, il y avait ce fameux bateau où il y a plusieurs rabbins, et puis il y en a un qui se retrouve en Égypte, c'est des histoires extraordinaires sur la question de la transmission. Mais ce qui me paraît aussi extraordinaire, c'est que des Juifs qui construisent une synagogue, tant bien que mal, avec passent les difficultés, et ainsi de suite, éprouvent le besoin, parce qu'ils sont très très fiers, de raconter l'histoire de la grande yeshiva de Kérouan au 10e, 11e siècle, alors que nous sommes en 1929. Et là, il y a un enracinement, une fierté de ce qu'est le judaïsme. Et là, je reprends un peu les thématiques de Jérémie, du judaïsme tunisien, qui, bien sûr, n'est pas non plus si récent. Il n'y a pas non plus, excusez-moi, je gère bien, que ces Kohanim qui seraient arrivés au temps du temple, et ainsi de suite. Il y a aussi ces moments absolument extraordinaires de la yeshiva. Alors, je montre quand même l'autre partie du Héral. Alors après, donc, ce grand rabbin, on célèbre Hananel, fils de Rourkiel, parce que vous voyez bien que c'est des générations, là, qui fut le maître du Rif. Alors, je ne rentre pas en présence de spécialistes de ces questions-là, je m'en... Ah, ça, c'est pas gentil. Fin du diaporama, non, c'est exagéré. Et donc, qui ont été de père en fils, en quelque sorte, tant que la yeshiva a duré. Et ensuite, vous avez Rabbi Nissim Bar Rabbi Yaakov ibn Shaim, puisque c'est le fils de celui qu'on a énoré tout à l'heure, qui lui meurt en 1050. Et là, très intéressant, le rabbin Taïeb, Samuel Taïeb, alors le rabbin de 1930, a marqué sa source, d'où il sort ses renseignements. C'est le Sefer Yuchassim, je prononce mal, vous m'excusez, parce qu'il tient à donner aussi, si vous voulez, la source de ces informations. Et enfin, assez logiquement, puisqu'on avait Bar Yochai au début, on a Rabbi Meir Baal HaNes à la fin. Donc voilà, juste ce petit, cette petite perspective. Et je ne résiste pas évidemment au... Tu me dis, me félicite. C'est en dessous de cela les plaques du bas qui sont dédiées aux donateurs. Alors oui, mais c'est là où on les a pas. C'est là où on les a pas. On a juste une petite plaque où il y a quand même des remerciements, on a quelques noms de famille, si vous voulez, qui ont contribué, mais je ne sais pas pourquoi, c'est toute cette partie, enfin, par bonheur, c'est cette partie qui a été conservée.
Et donc je vais conclure en relisant ce que nous avons écrit en 2010 avec mon épouse, la fin de la notice, si on peut appeler ça une notice, sur Kérouan, qui était « On se prend à rêver qu'un jour, elles, fameuses plaques, retrouvent leur place dans la synagogue-école coranique et en fassent un haut lieu de mémoire partagée ouvert à tous. » Car évidemment, ça tombe sous le sens qu'un édifice de cette... Alors, par cette qualité architecturale, je ne veux pas quand même exagérer les qualités de l'architecture de 1930 en béton et en ferraté de mauvaise qualité, mais comme lieu de mémoire, comme lieu de construction, au cœur de la Médina de Kérouan, patrimoine mondial, imaginez ce que ça pourrait signifier que, à deux pas, nous sommes à 2 pas de la grande mosquée de Sidi Oqba, hein, si vous prenez la petite rue, là, vous tombez dessus, et de se dire qu'il y aurait un lieu juif, mais un lieu qui ne serait pas seulement le témoignage du fait que les Français ont contribué à ce que les Juifs se réinstallent à Kérouan, c'est presque anecdotique dans cette affaire, mais de témoigner, parce que qu'est-ce qui témoigne sinon, et là je passe le relais évidemment à d'autres présentations, qu'est-ce qui témoigne sinon de cette grande histoire de la yeshiva de Kérouan? Les textes, bien évidemment, les références qui sont faites dans le Talmud et ailleurs, à tous ces grands maîtres. Mais le patrimoine, alors, le patrimoine écrit est fondamental, le patrimoine, c'est certain, mais le patrimoine qui se visite, le patrimoine monumental, a une importance, je dirais, aussi centrale dans toutes ces affaires-là, c'est qu'on va dans un lieu et on vous raconte une histoire. Bien sûr qu'on va vous raconter aussi une histoire de texte, de transmission par les textes. Et je trouve, si vous voulez, que la localisation, la structure même de cette synagogue, totalement invisible de l'extérieur, hein, vous passez 100 fois devant la petite porte et vous ne savez pas qu'il y a la synagogue derrière, ça serait une sorte de révélation. Car très souvent, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, moi, dans l'approche, alors justement surtout du patrimoine juif tunisien, c'est sa discrétion. Alors pour des raisons diverses et variées, je les commente pas, mais c'est sa discrétion et pour autant, le sens profond que peuvent avoir encore des pierres. Parce que discuter hier avec un anthropologue, oh les pierres c'est pas important, c'est les gens. Et vous dites un petit peu ça, il faut faire plus de l'anthropologie que de l'histoire. Non, il faut faire les deux, il faut faire les trois, archéologie, anthropologie, histoire, sociologie et tout doit concourir, mais il faut des lieux d'ancrage. Et si, justement, vous êtes candidat au patrimoine mondial, c'est bien que vous avez envie que les lieux soient, en quelque sorte, labellisés, reconnus pour ce qu'ils portent de valeur, de signification, d'éléments historiques, d'éléments anthropologiques, ainsi de suite, mais avec un ancrage dans des lieux. Sinon, je pense que le patrimoine peut être un peu plus évanescent. Voilà, merci. Merci. Je voudrais vous poser une question, si vous permettez. Tout de suite. Oui, immédiatement. En fait, ces plaques ont été gravées à quelle époque? En 1929, enfin 28-29. Et donc, elle rapporte quand même une histoire qui a été relevée auparavant par des gens de... Oui, à partir de documents. Oui, bien sûr, d'où justement la référence que fait le rapport. Donc, ça montre l'existence C'est faire du racine. Ce qui montre l'existence d'une communauté juive au Xe siècle et au milieu des Aghlabites et des Abbassides. Bien sûr, mais historiquement, si vous voulez, c'est assez connu, cette yeshiva, etc. Mais quel ancrage, si vous voulez, local, quel ancrage dans les lieux même de cette ville et dans cette Médina, tout à fait extraordinaire. C'est un lieu fascinant, Kérouan. Oui, très Votre histoire est une histoire de tolérance absolument magnifique, oui, justement qui se rapporte mais aussi d'enracinement. Bien au IIe siècle. Mais aussi d'enracinement. J'ai insisté sur ce point parce qu'il s'agit bien aussi d'une reconstruction en quelque sorte. Vous parlez de l'identité qui se reprend, qui se reconstruit, qui s'enrichit, ainsi de suite. Là, j'y vois, moi, justement, un de ces signes, tout d'un coup, une communauté, des gens commerçants, essentiellement, débarquent de source pour ouvrir des magasins, ils ne se contentent pas de ça. Ils construisent une synagogue, et dans cette synagogue, il y a réaffirmation de la haute antiquité. Alors, ici, ce serait l'histoire des Kohanim. Là-bas, c'est évidemment la grande yeshiva de Kérouan, qui est la référence et qui est l'élément. J'ai employé le mot fierté, et je pense que c'est de cet ordre-là. Merci. Merci à vous.
Oui, collègue, vous voulez rajouter juste un point? Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que là, les décorations florales que l'on voit à un moment donné correspondent à... Il y avait deux grands accès, l'un pour entrer, qui correspondait à l'entrée, et l'autre pour la sortie de la synagogue. Et par ailleurs, lors de mes recherches, puisque les recherches, le terrain, c'était pas seulement en Tunisie, mais c'était aussi partout, c'est-à-dire par téléphone, en me déplaçant, j'ai retrouvé le fils du rabbin de Kairouan. Et ce qui n'apparaît pas ici, c'est qu'il y avait l'appartement du rabbin au-dessus, et donc quand on rentre l'entrée, la deuxième porte et la sortie, l'escalier qui mène à l'appartement du rabbin, qui avait un balcon qui donnait sur la synagogue. Et donc tout ça était... Et qui servait aux femmes. Alors réservé aux femmes, et finalement c'est moi qui ai pu dire au fils du rabbin que la synagogue existait toujours. Très belle histoire de tolérance, Alors là, maintenant, on va faire un bond dans l'histoire hein, avec Hervé Kabla, puisque on va parler généalogie des Juifs de Tunisie, mais non pas à travers des plaques de marbre, mais à travers Google et Facebook. Merci. Bon, je pense que je vais moi aussi remercier les organisateurs, parce que c'est une occasion absolument remarquable pour moi de revenir à Djerba 20 ans après mon premier voyage. Ma famille d'origine djerbienne pour moitié, d'origine aveuglée aussi. C'est un grand plaisir que je suis là. Je vous parlais de Google et Facebook, c'est des outils que vous utilisez au quotidien, mais plus généralement de digital. En fait, le digital, l'Internet, a complètement bouleversé tous les domaines de la vie. On a tous un téléphone numérique, le téléphone avec du fil, on a tous un appareil photo, on réserve même des billets sur Internet. Je vais passer la longue liste de tous les exemples qu'on peut sortir. Et ben, la généalogie aussi a été complètement bouleversée par le digital. Et grâce au digital, aujourd'hui, je me retrouve, moi, petit amateur en généalogie, à la tête d'un arbre d'à peu près 100 000 personnes, arbre constitué d'individus qui ont vécu en Tunisie et qui sont plus ou moins, pas tous, de descendance juive. Et donc le terme de juif tunisien et juif de Tunisie, je suis hyper sensible, parce que vous allez voir, on peut tirer pas mal pas de conclusions, de perceptions très nuancées de cette communauté juive tunisienne. Alors comment je suis arrivé là-dedans? Un peu comme tout le monde, quand on fait de la généalogie, ça part d'un décès. Mon grand-père qui est décédé il y a quelques 30 ans à peu près, et à ces occasions-là, qu'est-ce qui se passe? La famille vient visiter les endeuillés, donc mes cousins sont venus d'un peu partout, les cousins de mes parents, et je rencontre des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Bon, on les croise une fois dans sa vie, on se dit, tiens, ça serait pas mal de noter les noms, peut-être que on pourrait construire un petit arbre généalogique quelque part sur un bout de papier. Alors moi je suis informaticien à la base, j'adore la technologie, donc j'ai fait l'acquisition d'une licence d'un logiciel de généalogie qui s'appelle GenoPro, que j'ai installé sur mon PC, et j'ai rentré comme ça à la main le petit arbre généalogique de la famille Kabla puis de la famille Guez. Donc je me retrouve à la tête d'un petit arbre de 250 personnes, comme je pense des dizaines de milliers de gens dans le monde ont fait un peu de généalogie à la main sur un logiciel. Des années se passent, je me marie, je rajoute l'arbre généalogique de ma femme qui est aussi d'origine tunisienne, famille Cohen, famille Raquin. Et puis, en 2014, il y a un événement improbable. J'abandonne le monde du PC pour passer sur un Mac. Alors, ça ne représente rien pour vous, mais pour moi, c'est un bouleversement. C'est que ma licence GenoPro, mon logiciel, ne fonctionnait plus. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Et cette solution, elle a apparu très naturellement, d'avant sur Internet, où j'ai vu qu'entre le moment où j'ai commencé à faire de la généalogie en 93 et cette époque-là, 2014, 10 années s'étaient déroulées, et la généalogie, à cette époque-là, se faisait sur des logiciels en ligne, via un navigateur. Et donc j'ai découvert un truc assez sympa qui s'appelait MyHeritage. Puis un autre s'appelait Généalette, puis Génie, puis Généalette. Il y avait plein, j'en ai choisi un, MyHeritage, et j'ai mis mon arbre sur MyHeritage. C'est quelque chose de très simple, c'est un fichier texte qu'on export. Et bien ça, ce petit truc-là, ça change tout. Ça change toute la perception de la généalogie. Vous êtes très vite de comprendre. Auparavant, quand chacun faisait un peu de généalogie chez lui, son arbre généalogique était sur son ordinateur. Chacun a son petit bout d'arbre. Et lorsqu'on met tous ces arbres en commun sur un seul serveur, les gens qui gèrent le serveur
peut faire des choses extraordinaires. Déjà, il peut vous vendre de la pub. Si vous appelez Cohen, PS, il peut faire une pub pour les Cohen. Mais il peut faire des trucs beaucoup plus sympas que ça. Moi, il en finance en abonnement payant pour ça. C'est pas très cher, 30 € par an. Il peut vous dire, vous avez rentré un Joseph Kabla, né en 1916. Moi, j'en ai un autre. Deux Joseph Kabla, né en 1916. Bizarre. Eh oui, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde qui a un lien avec ce Joseph Kabla, qui a rentré un petit bout d'arbre avec son Joseph Kabla. Et il me dit, est-ce que vous voulez les mettre en commun? Ouais, je vais les mettre en commun, je match. Et là, en faisant ce match, ça m'amène le petit bout d'arbre créé par un cousin éloigné. Donc vous imaginez comment ça fonctionne, c'est une espèce de patchwork. Quand vous ramenez ce bout d'arbre, vous vous rendez compte qu'il y a des matchs avec d'autres personnes, puis d'autres personnes, puis d'autres personnes, puis je me retrouve, bon an, mal an, à la tête d'un arbre, à cette époque-là, d'à peu près 2500, 3000 personnes. Jusque-là, on reste dans le domaine du plus ou moins raisonnable. Je ramène un arbre très intéressant qui est l'arbre d'un des ancêtres de ma femme, qui est d'une famille qui vient d'Angleterre, qui est passée par les Pays-Bas, qui débarque à Salonique, et donc un éminent représentant qui s'appelle le rabbin Mouchi Chaltiel débarque en Tunisie à la fin du XIXe siècle et a une descendance assez brillante, puisque l'une des représentantes dans la salle, et vous avez d'autres représentants assez illustres dans la société française, par exemple un ancien porte-parole du gouvernement qui s'appelle Gabriel Attal, et un youtubeur bien connu qui s'appelle McFly. Tous descendants du même rabbin Mouchi Chaltiel. Et puis il se passe quelque chose d'assez intéressant à cette époque-là. Je lis un bouquin sur l'ADN ancien, un bouquin un peu savant qui explique qu'on peut faire des recherches sur l'ADN de nos ancêtres. Aujourd'hui, les technologies de séquençage sont assez remarquables. On peut partir d'un petit bout d'os et puis retracer le génome d'un individu. Et d'ailleurs, vous avez plein de boîtes qui, depuis une dizaine d'années, vous proposent de faire un séquençage ADN moyennant quelques dizaines d'euros. Alors, c'est formellement interdit en France. Si vous le faites, vous êtes passible d'une amende de 3 500 €. Mais jusqu'à présent, les autorités ne sont pas très strictes là-dessus. Donc, il y a 4 ans, je fais mon séquençage ADN pour vérifier que je suis bien tunisien. La réponse est oui, à 100% selon MyHeritage. Mais là, on saute une étape, on passe dans un autre monde. C'est qu'auparavant, je gérais mon arbre, je connaissais toutes les relations, et là, je me retrouve avec des cousins très éloignés, avec qui je partage 1,5%, 0,8%, 1,2%, 2,3%, et je n'ai foutrement aucune idée de quel est le lien entre ces gens-là et moi. Comme je suis quelqu'un de curieux, je commence à dire qu'il y a une grosse enquête à mener. Alors, je vais mettre cette enquête via des recherches sur Internet. Par exemple, je cherche Kabla sur Google, ça ramène plein de gens, ça ramène des dentistes, ça ramène des Djerbiens. Je fais la connaissance d'Audrey, ce biais-là, qui me présente son père à l'occasion d'une rencontre. Et puis, nouvel événement, le Covid. Alors là, le Covid, ça a été un catalyseur monstrueux. Parce que ce catalyseur, qu'est-ce qu'il y avait? Il a provoqué la disparition d'un tas de vieux. Beaucoup des premières victimes du Covid ont été des vieux. Et les vieux, mine de rien, c'est eux qui ont le patrimoine, qui ont la connaissance. C'est eux qui ont, quand tu dis, moi je suis né en France, je suis né tunisien, très fier d'être né tunisien. Mais je suis incapable de citer les noms de Paris, de Blond, machin, etc. Je ne fais pas. Donc je me suis dit, il faut urgemment capter les arbres généalogiques des vieux avant qu'ils disparaissent. Et là, je lance une grande campagne pour aller chercher ces données-là. Je m'inscris à un truc, une association qui s'appelle le Cercle de Généalogie Juive, qui met à disposition un tas d'actes de naissance, d'actes de décès, d'actes de mariage de communautés juives tunisiennes. Je me mets à scruter les décrets de naturalisation des juifs de Tunisie. Bref, je passe à la vitesse supérieure. Ça désole un peu ma femme, qui me voit passer des soirées devant un écran. Bon, c'est pour la science, on va dire. Et je me retrouve aujourd'hui avec à peu près 98 000 personnes sur cet arbre. Et ça continue sans cesse. Pourquoi pas? À chaque fois que je rajoute quelqu'un, ça match, ça m'amène un autre bout d'arbre, puis un autre bout d'arbre. Là, je viens à cette conférence, je rencontre des gens qui ont des origines tunisiennes, donc je leur amène de nouveaux bouts d'arbres, et petit à petit, ça continue de grossir. À quoi ça sert maintenant? On se pose la question. C'est un passe-temps, c'est sympa, mais à quoi ça sert? Alors, moi, j'y vois pas mal
de répercussions positives. D'abord, ça donne de la data, de la donnée. Je suis un informaticien, et un informaticien, pour moi, l'enseignant de la donnée peut les faire parler. Et faire parler de la donnée, en l'occurrence, sur un arbre généalogique, c'est parcourir cet arbre et sortir des statistiques. Par exemple, sur cet arbre, sur à peu près 100 000 personnes, il y a à peu près 3% de Cohen. Voilà, il y a beaucoup de Cohen en Tunisie. Le deuxième nom le plus présent, c'est les Gays. Alors, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de Gays. Je pense qu'il y a un biais qui est parce que j'ai attaqué la famille Gays, celui de ma mère, etc. Mais effectivement, il y a une grosse représentation de Gays, grosse représentation de Haddad, de Uzan, etc. Et puis on retrouve des noms qu'on a un peu moins l'occasion de trouver, des noms qu'on va trouver à quelques rares occasions. Ça permet d'avoir des stats sur, par exemple, un taux de mortalité dans les familles de cette époque-là. Alors, on le fait sur un échantillon de Juifs de Tunisie, mais c'est assez symbolique de ce qui se passait au début du XXe siècle. On se rend compte que, par exemple, la mortalité infantile était quelque chose d'assez dingue. Vous avez des familles où vous avez 12, 13 enfants, il n'y en a que 3 qui survivent. Vous vous rendez compte que les femmes, leur espérance de vie est largement inférieure à celle des hommes. Pourquoi? Parce que beaucoup mouraient en couche. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, en général, le mari survivait, épousait une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième épouse. J'en ai un qui s'est marié 4 fois maintenant, et qui a eu des enfants avec la quatrième. Alors, je ne sais pas si il n'y a pas le séquençage ADN de cet individu-là, mais c'est vrai que la décevance est légitime. On peut faire beaucoup de choses. On peut se rendre compte, par exemple, des croisements entre Grana et Bagrana. Et on voit à partir de quand ça commence à devenir courant. Quantitatif. De manière peut-être plus. Aujourd'hui, c'est courant. On peut avoir des statistiques sur les prénoms. On peut avoir plein de stats. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure Jacques Véel. Jacques Lévy Véel, ça doit être son petit-fils, est un polytechnicien, promo 80 ou autre. Je peux faire aussi des statistiques sur les formations, puisque je vais creuser un petit peu, voir les métiers des uns des autres, lesquels sont cordonniers, lesquels sont bouchers, lesquels sont ingénieurs, lesquels sont politiciens. On se rend compte qu'il y a quelques célébrités complètement inconnues dans la communauté juive tunisienne. Vous savez qu'il y a un juif tunisien qui a donné son nom à un cratère sur la Lune. Et ouais, il y a un gars qui s'appelle Shemla, qui était un passionné, j'ai oublié son prénom, je peux le retrouver si ça m'intéresse, qui était un passionné d'astronomie, qui a quitté la Tunisie pour s'occuper de l'observatoire d'Athènes, et qui avait un surnom, on l'appelait Lamèche. Et vous avez un cratère lunaire qui s'appelle le cratère Lamèche. C'était en son nom. Bref, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Alors c'est un travail juridique qui continue, qui se poursuit, grâce à des gens un peu dingues comme moi. Je suis un peu le François Pinault de la généalogie. Il y en a d'autres, je ne suis pas le seul. Il y en a 2 d'ailleurs qui sont là, j'aurais bien aimé les rencontrer ce soir. Donc, Emmanuel Fitoussi et David Issa, qui ont commencé avant moi. Il y en a un qui est complètement dingue aussi, qui s'appelle David Gamrassi, qui lui ne s'intéresse qu'à la généalogie des sujets de Sfax, sa famille. Et on a fait un truc assez amusant, c'est qu'on a créé des groupes Facebook, c'est très à la mode aujourd'hui, pour parler de généalogie par ville. Donc on a commencé avec le groupe consacré à la généalogie de Sfax, et je pense que ça a été un excellent accélérateur finalement pour récupérer de la donnée, et on doit avoir quelque chose qui, on doit être à, peut-être pas à 100%, mais à 90-95% à peu près. On vient de lancer le groupe sur Cabran, je rebondis sur ce sujet-là. Et on a lancé un groupe global sur la généalogie sur toute la Tunisie. C'est un peu plus difficile parce qu'on se rend compte qu'au-delà de cette identité thune unique, les gens de Nabeul ne parlent pas forcément avec les gens de Sfax, et ils ne parlent pas forcément avec les gens de Djerba, donc ça reste quand même des micro-phénomènes, mais on a grand espoir de capter de l'information de la part des familles. Et cette information des familles, elle est capitale. Parfois, elle est fausse. Il faut la traiter, il faut l'analyser. Parfois, il y a des oui-dire, il y a des idées qui ne sont pas totalement avérées, mais parfois, on retrouve des choses très intéressantes. Et en mettant en commun tous ces gens-là au sein d'un groupe Facebook, parfois, on retrouve des branches éloignées de leur famille. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Dans votre base de données, comment ça se passe si on veut savoir si, par exemple, ce bague... On peut y accéder. J'essaye de ne pas donner un accès global parce qu'il y a quand même de la donnée sensible.
lorsque on monte pas de blanc, je donne. Très bien, je vous montrerai pas.